Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, pour commencer ce petit vlog, déjà un grand merci à vous pour ces 106 vues. Je suis moi-même assez surpris de dépasser la centaine de vues en moins d'une semaine pour ma toute première vidéo. Et j'ai apparemment mes tout premiers abonnés, donc vraiment bienvenue à vous. Je suis très content de vous avoir et merci à tous les viewers, bien évidemment. Bon, je risque de bafouiller un petit peu, je suis un peu fatigué, voilà, donc c'est un vlog. On va le faire assez cool. Et on va passer maintenant au vif du sujet. Donc le vif du sujet et le sujet de ce vlog, donc c'est le baromètre, donc Cluster 17, qui a publié donc un dernier sondage le jour même de la publication de ma toute première vidéo. Alors, ce sondage m'a un petit peu surpris et notamment, on va voir ça tout de suite, c'est par rapport aux écarts des résultats de ce sondage-là par rapport aux autres instituts de sondage. Donc, des écarts qui sont tout simplement, cette fois-ci, plus importants que les marges d'erreur. On l'a ici donc avec Emmanuel Macron, bien évidemment. On l'a ici donc avec Marine Le Pen, désolé, c'est la fatigue. Donc évidemment, c'est un test sur une hypothèse un peu différente de la plupart des sondages, puisqu'elles ont testé la candidature de Christiane Taubira. Euh, Cependant, cette hypothèse-là avait déjà été testée, bon, certes au début du mois, mais pas avec ce même type d'écart. Et notamment, on remarque que ça fait aussi une gauche qui est à plus de 31%, là où les autres instituts situent la gauche plutôt à moins de 25%. Donc là encore, c'est un très gros écart. Alors, tout ça m'a tout simplement donné envie d'en savoir plus sur cet institut de sondage. Et avant de vous en dire plus sur cet institut de sondage, je vais tout simplement faire un aparté pour vous dire pourquoi je pense que la plupart des instituts de sondage, grosso modo, sont maintenant plutôt fiables pour l'élection présidentielle. Je le dis bien pour l'élection présidentielle, pas que pour les autres types d'élections, c'est assez différent. Tout ça, il suffit simplement de remonter dans le passé. Donc, on peut voir pour l'élection 2017 que les instituts de sondage globalement avaient plutôt trouvé des bons résultats avec une erreur d'environ 1,5% maximum, on va dire. Donc là, typiquement, on peut voir pour le score de Marine Le Pen, donc qui avait eu 21,3%. C'est là où on a les erreurs les plus importantes, entre guillemets, où elle était donnée parfois plutôt à 23%. Donc voilà, on est à moins de 2% d'écart, et même beaucoup qui avaient trouvé 22,5, voire 21,5 pour Elab, donc très proche du résultat final. On voit que pour Emmanuel Macron, là, tous avaient en grosso modo le bon résultat, donc entre 23 et 25, il y a eu 24. Donc on est vraiment dedans, quoi, dans la cible. Même chose pour François Fillon. Il a eu 20%, il était donné entre 19 et 21. Donc là encore, un point d'écart maximum. On voit un écart un peu plus important pour Benoît Hamon, mais on est sous la marge d'erreur, on est sous les 2%. Mais c'est vrai qu'on le donnait plutôt au-dessus. Pour Jean-Luc Mélenchon, la plupart des instituts ont donné son score, donc 19, 19,5. Certains étaient à 18, 18,5, donc un peu plus important, mais toujours sous les 2%. Et là, donc la plupart étaient quand même à moins de 1% d'écart. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire déjà pour 2017. On peut remonter d'ailleurs pour 2012. Donc plus on va remonter le temps, plus on devrait voir des écarts, puisque déjà pour 2017, la plupart des instituts donnaient des échantillons quand même supérieurs à 1000 personnes, mais avant, on était plutôt aux alentours de 1000, parfois à 900. Donc les écarts les marges d'erreur sont plutôt de l'ordre de 3% dans ces cas-là. Et mine de rien, on voit des écarts qui sont quand même plutôt inférieurs à 2% là encore, voire des instituts qui visaient vraiment juste, notamment pour le score de Nicolas Sarkozy, même chose pour le score de François Hollande. On remarquera une vraie différence pour Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on est vraiment parfois à 3 points d'écart, parfois un petit peu dessus, donc il y a une vraie différence. Une différence assez sensible pour Marine Le Pen, mais souvent à moins de 2 ou 3%. Donc la plupart l'a donné quand même entre 15 et 17, et elle a eu 17,90, donc c'est pas non plus de très importants écarts. Donc là, on avait un écart plutôt sur la candidature de Mélenchon, mais certains le donnaient quand même déjà 12%.
On va remonter encore d'un cran, donc là on va arriver à 2007. Donc ici, Wikipédia donne l'ordre chronologique. Donc là, on commence à avoir des écarts un peu plus importants, notamment sur la candidature de Ségolène Royal, bien que certains avaient vu juste, donc 24, 27%, donc on est à 25, 87. Bon, il y avait juste un institut qui donnait à 22%, donc ça fait quand même un écart là relativement important, même 23%, on peut dire que c'est un petit peu important. Pour Nicolas Sarkozy aussi quelques écarts, 28, 27, quand même là c'est des écarts quand même importants, ça fait 4 points, mais beaucoup donnaient plutôt à 29, 30%, pas très loin, mais 27%, c'est quand même des écarts relativement importants, il faut bien lever. Même chose pour la candidature de Jean-Marie Le Pen, qui était donné aux alentours de 14%, un score assez traditionnel, et finalement il était à 10%. Donc là, cela s'explique tout simplement parce que une partie des électeurs de Front National, donc ceux dont on disait qu'ils avaient un petit peu le vote honteux, ont tout simplement voté Nicolas Sarkozy. Alors par vote honteux, c'est un problème que ont beaucoup d'instituts de sondage, et ce problème-là a eu son paroxysme en 2002 que je vous montre là. C'est que les électeurs du Front National ont tendance à ne pas dire leur vote lorsqu'ils sont interrogés par des instituts de sondage, et à dire qu'ils vont voter autre chose. Et c'est ça qui fait que les instituts de sondage ont pris l'habitude de redresser les scores trouvés du Front National, parce que souvent c'était 7-8% en score brut, alors que la réalité était plutôt aux alentours de 14%. Donc là, typiquement, et là, même avec ça, ils étaient encore en dessous, et donc il y a eu cette fameuse inversion. Alors, on est toujours dans les marges d'erreur, qui cette fois-ci étaient de 3%, mais on a quand même des erreurs qui sont quand même plus importantes ici. Et donc, c'est la juste de tour. Donc, cette fois-ci, il y a Lionel Jospin, donc en 2002. Et donc, les instituts corrigent. Et comment ils corrigent? Ben, tout simplement, ils voient l'écart qu'elles ont au final par rapport aux résultats réels. Et ça va permettre d'être affiné. Et donc, on voit qu'au fil des années, ça s'affine petit à petit. Et que, en fait, en 2017, les écarts étaient très faibles, quoi, inférieurs à 2%, quel que soit le candidat, plutôt de l'ordre de 2%, voire 2,5% la plupart du temps, donc ce qui n'est pas grand-chose. On remarquerait notamment ici un institut qui a voulu faire une méthode un petit peu différente, bon, avec un échantillon livré très faible, qui a trouvé un résultat beaucoup plus en décalage que celui des autres instituts, et ben, évidemment, le résultat de la présidentielle ne lui a pas donné raison. Donc voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que je me suis un petit peu interrogé sur Cluster 17, puisqu'on a l'habitude d'avoir parfois de temps en temps des instituts qui font des originalités. Et donc là, pour le coup, en fait, c'est pas une bande de luberlus, hein, c'est assez sérieux, c'est vraiment un laboratoire universitaire, donc de Montpellier 3, puisque Jean-Yves Dormagen, si je prononce bien, est de l'université Montpellier 3, et donc qui là carrément se lance dans le grand bain. Donc ils ont pas mal de théories politiques à tester, et ils se disent qu'avec les théories qu'ils ont, ils peuvent faire des sondages performants, et c'est tant mieux, ça serait éventuellement un gros plus, et donc ils se lancent vraiment dans le grand bain. Donc pour moi c'est quelque chose qui est plutôt salutaire, parce que ça va permettre de confronter la théorie avec la pratique, surtout que pour l'élection, lorsqu'il s'agit de sondages, au bout de la campagne électorale, il y a une élection, il y a un résultat, et ce résultat, en gros, permet de voir quelles étaient les méthodes qui étaient plutôt correctes, et quelles étaient les méthodologies ou les corrections qui n'étaient pas correctes. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des instituts de sondage traditionnels ont pas mal corrigé leur méthodologie au fil des élections, notamment présidentielles. Ils n'ont pas encore les mêmes types de résultats pour d'autres, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'élection présidentielle, c'est de plus en plus fin. Et c'est vrai que confronter une méthodologie à l'élection présidentielle est une bonne idée, notamment pour affiner des modèles. Donc voici, alors éventuellement un petit reproche, c'est que ils sont parfois assez affirmatifs dans certaines annonces, ce qui est assez étonnant pour un laboratoire. Donc notamment, ils disent que Christian Taubira pourrait mettre en difficulté Emmanuel Macron, surtout que lorsqu'on voit les chiffres de leur propre sondage, c'est pas forcément la conclusion la plus évidente qu'on pourrait avoir. Donc voilà. Là où je voudrais, par exemple, aller plus en détail, donc c'est sur qui ils sont, donc c'est un institut universitaire. Maintenant, c'est quelle est la méthode utilisée.
Donc la méthode utilisée, c'est celle dite de clusters. Donc ce sont des clusters d'opinions, d'opinions philosophiques ou de tendances politiques. Ils ont déterminé 16 clusters en tout, qui ont cette répartition-là, donc avec une petite couleur. Alors c'est plus ou moins trié de gauche à droite, mais c'est pas toujours si évident que ça lorsqu'on regarde dans le détail. Et donc nous avons ici tout un panel d'opinions qui ont été déterminées et avec ici leur répartition. Et donc c'est ce panel-là qui servirait de base. Cependant, on peut voir avec leur méthodologie qu'ils reprennent, mais de rien, la méthodologie classique des instituts de sondage, c'est-à-dire avec le redressement sociologique, avec la répartition sociologique, etc. Donc là-dessus, ils reprennent ça et ils vont rajouter une couche supplémentaire. Alors là-dessus, j'ai quand même quelques interrogations. Et ces interrogations, je vais vous les donner immédiatement. C'est la première chose. Est-ce que les clusters sont censés être fixes ou est-ce qu'ils sont censés pouvoir varier? Est-ce qu'ils considèrent que les gens peuvent changer d'opinion au fil du temps ou qu'au contraire, ça va être relativement fixe à long terme et que, en fait, c'est juste à l'intérieur de ces clusters que les votes vont changer. Donc ça, c'est une première interrogation. J'ai un peu l'impression que les clusters sont fixes, qu'ils ne refont pas les clusters à chaque fois qu'ils font un sondage et qu'ils vont plutôt considérer les votes, la répartition des votes à l'intérieur de chaque cluster. C'est l'impression que j'ai. Je peux me tromper, c'est juste une interrogation. Je préfère ne pas être trop affirmatif là-dessus parce que j'ai pas encore lu l'ensemble de la méthodologie, toutes les ressources. Ça me prendrait encore pas mal d'heures pour le faire. Donc je préfère être prudent là-dessus. Et il y a une autre interrogation qui, pour le coup, me gêne un peu plus encore, c'est sur certains redressements. Donc normalement, lorsqu'on a des échantillons de 1500 personnes, la marge d'erreur est de l'ordre de 2%, voire de 2,5%. Et on voit que beaucoup de redressements traduisent ces marges d'erreur-là. Donc la répartition homme-femme, la répartition par âge, les catégories socio-professionnelles. Mais on voit qu'ils font un redressement supplémentaire que ne font pas les autres instituts de sondage. Du moins, ils le font, mais pas dans ce sens-là. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure du vote honteux que les instituts de sondage ont tendance à redresser, notamment le vote extrême droite, durant pas mal de temps, à le redresser pour ça, en se disant, il y a des gens qui ne nous ont pas dit la vérité, donc il faut le redresser. Là, il faut un autre type de redressement qui est un redressement, on va dire, amont, c'est-à-dire sur l'échantillon et non pas sur le résultat. Donc, les redressements dont je vous parlais des instituts de sondage, c'était des redressements sur le résultat. Et dans ce redressement amont, ils ont tout simplement posé les questions à leur échantillon pour qui ils avaient voté en 2017, et ils ont redressé par rapport aux résultats de l'élection présidentielle. Et c'est là que, à titre personnel, j'ai des grosses interrogations, voire un désaccord. Pourquoi? Parce que là, ça voudrait dire qu'ils pensent que pour le vote Fillon, ils ont tout simplement loupé un tiers des électeurs de François Fillon de 2017. Et donc, ça correspond à 7 points, ce qui est beaucoup plus que la marge d'erreur. Or, on a vu que pour tous les autres redressements, ils n'ont pas cette marge d'erreur-là. Ils sont bien en dessous des 2%, ce qui est attendu pour ce genre d'échantillon. Et donc, ce que je pense, c'est que ils ont interprété ces résultats-là comme quoi ils ont eu un échantillon avec pas assez d'électeurs de François Fillon, donc il faut vite grossir ce sous-ensemble pour avoir un vrai échantillon, alors qu'en fait, et là c'est plutôt mon interprétation, c'est qu'ils ont bien eu l'ensemble, la bonne répartition des électeurs de François Fillon, mais sauf que ces derniers n'osent pas tous dire qu'ils ont voté pour François Fillon, notamment parce qu'il y a eu des affaires politico-judiciaires, le personnage a été condamné, puis un type ostracisé, y compris dans sa famille politique, donc quelque part son vote est peut-être devenu honteux. Et éventuellement, les autres redressements, notamment par exemple sur Emmanuel Macron, si ça se trouve, le surplus d'Emmanuel Macron peut très bien être, en fait, ces électeurs de François Fillon, qui, au lieu de dire qu'ils ont voté François Fillon à l'époque, disent qu'ils ont voté Emmanuel Macron. Et ça, ce genre de redressement, pour moi, induirait un surplus de biais plutôt qu'une correction de biais. Et c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord, donc là je m'interroge un petit peu aussi. Idem pour Benoît Hamon.
Donc là aussi, l'écart est très important. Donc ça me paraît peu probable qu'ils ont eu une surreprésentation des lecteurs de Benoît Hamon de leur échantillon. Et je pense plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont eu un petit peu honte de dire que pour qui ils ont leur vrai vote entre guillemets de 2017, ils ont plutôt dit qu'ils ont voté Hamon pour pas dire qu'ils ont voté pour quelqu'un d'autre, éventuellement par exemple pour Emmanuel Macron, s'ils étaient de sensibilité un petit peu de gauche et que Emmanuel Macron s'étant révélé à leurs yeux un peu à droite, on préfère dire que non, ils ont voté Benoît Hamon. Ça c'est une autre possibilité. Et c'est vrai qu'on pourrait faire l'hypothèse, alors c'est une hypothèse apprendre pour ce qu'elle est. Nous sommes dans un vlog, on parle à bâton rompu, donc tout n'est pas à prendre hyper au sérieux non plus. Mais de se dire que ben, les 7% de Français qui n'ont pas donné leur vote ici, ben, en fait, ils ont annoncé qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron, et que le surplus d'un mois, en fait, ce sont des gens qui ont voté pour Macron. Et donc, on remarquera que bizarrement, cette hypothèse qui semble être un tout petit peu logique, mais attention, c'est un peu de la pifométrie, mais qui est un peu logique, correspond effectivement aux chiffres. Voilà, donc c'est une interrogation que j'ai, même si j'ai émis une hypothèse un petit peu, peut-être un peu tendancieuse ou un petit peu cavalière, mais voilà, et donc une interrogation sur ce type de redressement. Bah là-dessus, je vais arrêter là. Donc je pense que là, nous avons fait le tour par rapport à ce dernier sondage. Je vais pas forcément m'étendre plus. Je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue par rapport au sujet et la profondeur de sujet tel que je vais creuser. Et donc là, il est temps de vous dire à la prochaine, notamment pour le prochain point des sondages, si l'institut publie leur sondage cette semaine d'entre-deux fêtes. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.